Bonjour à tous, Serge Sclé, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous restez à la maison. Aujourd'hui, 1er avril 2020, on fait un atelier 10 questions-réponses qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. Alors n'hésite pas à aller voir dans la description si les questions sont pertinentes pour toi. C'est parti! Alors, question numéro 1. Je vais faire la question la plus facile en premier. Pourquoi des lunettes noires? Eh bien, c'est parce que présentement, il faut que je regarde si je suis bien cadré dans la caméra. Puis si vous regardez mes yeux, bien, il va regarder ailleurs. Fait que le truc, c'est de pogner des lunettes. Idéalement, ceux qui ressemblent le plus à Robocop possible. Et de faire ta capsule en ayant des lunettes de vélo, ça te permet de regarder le petit écran à côté puis de savoir si t'es bien cadré puis si t'es pas en train de sortir la tête de l'écran. Puis là, tu dis, hey, ouais, je vais t'expliquer un truc, c'est vraiment intéressant. Puis finalement, ta tête n'est pas cadrée. Bon, première question répondue. Ça, c'était la question 9 sur ma liste. Donc, question pas en lien avec le vélo, mais quand même très pertinente pour qu'on puisse se parler ensemble. On va y aller comme ça. Question numéro 1, c'est les lunettes. Question numéro 2, c'est par rapport à la taille du vélo. Comment on fait pour choisir la bonne taille de vélo? Bon, ben sachez qu'on a déjà une capsule là-dessus qui a été faite, qui est juste ici, que vous pouvez cliquer dans les liens pour aller voir comment choisir la bonne taille de vélo. Le client nous écrit qu'il fait 1,80 m pour 82 cm d'entrejambe. Vite comme ça, je vous dirais, en ayant fait beaucoup, que cette personne-là est proportionnée avec quand même un long tronc par rapport à sa proportion de jambes. Par exemple, moi je fais 174 cm pour 81 cm d'entrejambe, puis on peut dire que la proportion ne fait pas de moi un très grand coureur. Des petites jambes. Donc cette personne-là, lorsqu'elle va sur la fiche internet, se fait référer à un vélo small. Probablement que la référence du vélo small est en lien avec son entrejambe, parce qu'avec 82 cm d'entrejambe, on va se retrouver avec une sortie de selle autour de 70, 71, 72, 72,5 cm de sortie de selle entre le centre du boîtier de pédalier jusqu'à la sortie de selle avec un pédalier d'auto 170 mm. Donc, ça, c'est un défi. Par contre, lorsqu'on regarde sa grandeur de 1,80 m, c'est quand même assez grand. Donc, cette personne-là, si elle prend un vélo small, ce qui va arriver, c'est qu'elle va se retrouver à avoir une sortie de selle qui est intéressante, une bonne sortie de selle. Par contre, le vélo va probablement être trop court parce que si on se rappelle la proportion, cette personne-là a un long tronc. Lorsqu'on a un long tronc, ce que ça va exiger si on a un vélo qui est un small, qu'on a choisi en fonction de notre entrejambe, c'est qu'on va avoir une potence qui est vraiment longue. Donc, on va se retrouver avec une potence peut-être de 120, 130 mm, quelque chose d'assez long. Il faut se rappeler que la colonne de direction qui va être en dessous, si on prend le small, elle va aussi être plus courte. Donc, peut-être qu'on va avoir 10, 11 cm de colonne de direction au lieu de 12, 13 sur la grandeur après le médium. Donc, on va avoir une position encore plus agressive. Le client m'écrivait que c'était son premier vélo de route. Donc, dans cette optique-là, une personne qui fait 1,80 m, 82 cm d'entrejambe, je lui conseillerais d'aller sur un vélo médium. Ce que ça va donner, c'est qu'il va avoir une sortie de selle un peu moins importante sur son vélo. Par contre, il va avoir une potence et une position un peu moins agressive, avec une potence un petit peu moins longue, ce qui va probablement lui permettre de débuter sa carrière cycliste, sa passion du vélo, avec un positionnement qui sera plus confortable, qui va mieux tolérer, parce qu'il ne faut pas oublier que le niveau, l'expérience du cycliste va aussi être très importante dans le positionnement. Donc si on le réfère à un vélo small, considérant juste son entrejambe, il va se retrouver avec une potence très longue, une head tube plus courte, il va avoir une position plus agressive, probablement qu'il ne réussira pas à faire autant de vélo de manière confortable qu'il voudrait, étant un cycliste débutant. Donc pour moi, ce serait ça mon conseil. Ce serait peut-être d'y aller avec le médium. Encore là, moi j'ai répondu à cette personne-là pour qu'elle m'écrive quel modèle de vélo elle cherchait chez Canyon, puis je pourrais l'aiguiller en message privé de manière un petit peu plus précise. Donc c'était la question 1. Question 2 en fait. Question 3. Plusieurs d'entre vous, mais j'espère la majorité d'entre vous est à la maison en train de subir, en train de faire votre devoir de citoyen du monde. Donc, à la maison, en train de faire des exercices. Il y a beaucoup de programmes d'exercices qui circulent présentement. Puis il y a certains exercices qui sont très intenses. Le client m'a demandé est-ce que c'est bon. Il y avait
comment il faisait ça? Il faisait comme un head... il marchait sur les mains puis il se poussait en faisant un genre de push-up, là, un truc de CrossFit, je connais pas le mot. Puis la personne me demandait, est-ce que ça c'est un exercice intéressant pour les cyclistes? Prime abord, ce que j'ai répondu, c'est que ce mouvement-là me semblait extrêmement difficile à exécuter de manière efficace. Premièrement, la personne qui le faisait était extrêmement musclée et semblait avoir beaucoup d'expérience. Donc, je pense pas que c'est le temps en ce moment d'aller commencer à faire des exercices super complexes avec des mouvements difficiles à maîtriser lorsque vous êtes à la maison. Le but en ce moment, c'est de ne pas se blesser, de pas aller à l'hôpital, puis de peut-être juste accumuler des bonnes habitudes de vie. Donc, commencez pas à marcher sur les mains si vous avez marché sur les mains. C'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer ça. Allez-y avec des exercices simples. Allez-y avec des choses que vous pouvez faire à tous les jours. Développez-vous une routine pour vous entraîner un peu à tous les jours, vous donner un peu d'endorphine, avoir un meilleur sommeil, etc. Essayez pas en ce moment de vous réinventer. Faites ce que vous avez toujours fait à la maison. Faites des programmes d'exercices simples, des squats sans poids, des choses simples à travailler avec un bidon d'eau de Javel. Vous pouvez faire des exercices. Gardez ça simple. Faites-en un peu à tous les jours, mais commencez pas à faire des affaires hyper compliquées dans lesquelles vous pourriez vous blesser. Donc ça, c'était la question 3 par rapport aux exercices à la maison. Question numéro 4. Un client nous écrit qu'il a une douleur sous les ischions lorsqu'il fait plus de 2 heures de vélo. Donc, on se rappelle, tout le monde, le positionnement ici du bassin, l'endroit qui est à côté sur la selle sera, si on a une bascule du bassin, disons avec une inclinaison du tronc par exemple sur un bixi, on va se retrouver comme ça. Donc, on aura une assise vraiment sur les ischions. Ensuite, si on bascule vers l'avant, on va se retrouver à avoir une assise qui se transfère tranquillement sur les rameaux pubiens. Puis si on est en triathlon avec une position très agressive, on va vraiment être proche du pubis, vraiment être proche du pubis, ouais, puis sur les rameaux pubiens très avancés. Donc la largeur va changer en conséquence en fonction de l'angle au niveau de l'inclinaison. La personne qui m'explique qu'il y a beaucoup de pression sous un seul de ses ischions. Après 2 heures de vélo. Bon, premièrement, la bonne nouvelle, c'est que si tu as mal aux ischions, il y a probablement des chances qu'au moins le périnée, pénis, testicule, partie génitale, etc., ne soit pas trop comprimé. Donc, c'est toujours une bonne chose de sentir la pression sous les ischions. Par contre, si elle est latéralisée d'un côté plus que de l'autre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qu'il faut réviser. Ce qu'il faut réviser, entre autres, c'est peut-être que votre selle, elle est trop haute. Pourquoi le cycliste va se latéraliser d'un côté plus que de l'autre? En général, bon, il peut avoir une rotation au niveau de la selle, il peut avoir une différence de longueur de jambe significative, là, disons, en dehors de la normale anatomique de plus que 10 mm avec un côté par rapport à l'autre. Mais le plus souvent, c'est une selle légèrement trop haute qui va venir finalement faire pencher le cycliste d'un côté plus que de l'autre. Donc, je vous dirais de vérifier ça en premier. Peut-être juste baisser la selle de 2 mm et aller retester sur votre trainer présentement, hein, on ne sort pas dehors. Sur votre trainer, allez voir est-ce que la distribution du poids a changé puis vous sentez que vous êtes plus symétrique sur vos sit bones, sur vos ischions. Donc, si on a une douleur à l'ischion qui est latéralisée, la première des choses, c'est que souvent, ça va être, dans la majorité des cas, encore une fois, dû à une selle trop haute. Donc, c'est une des premières choses que vous pouvez faire, c'est d'aller juste faire un petit test, mettez-vous un petit tape, baissez la selle d'un petit 2 mm, allez retester, puis voyez si la distribution du poids change. Ça pourrait être aussi simple que ça de régler le problème. Ensuite, si les douleurs aux ischions persistent de manière uniforme, ben, il y a peut-être des choses, par exemple, qu'il faut réviser par rapport à la largeur de selle, tout ça, des choses qu'on a déjà vues dans d'autres capsules là, que je vous invite à regarder. Et voilà, question numéro 5. J'ai un cycliste qui me parle d'un engourdissement à la main gauche lorsqu'il est sur son vélo de route. Le cycliste me précise que sa position, si on prend le devant du vélo qui est ici, par exemple, si je prends le guidon, le devant du vélo est ici, ses fesses sont ici, puis il me parle d'une position qui est très très antériorisée sur le vélo pour se rapprocher d'une position de contre-la-montre. Puis il me parle qu'il y a beaucoup d'engourdissement au niveau de la main gauche sur son vélo. Bon, il y a plusieurs choses là-dedans qui peuvent être la cause de son engourdissement à la main gauche. Est-ce que le poids est distribué de manière égale, côté droit, côté gauche? Est-ce qu'il y a des antécédents au niveau cervical? Il peut y avoir une compression au niveau des racines nerveuses, un problème, un antécédent, un problème mécanique qui va faire qu'on va avoir des engourdissements qui vont apparaître dans la main. Est-ce que c'est un problème de défilé thoracique? Ça peut être ça aussi. Chose certaine, lorsque le cycliste m'a mentionné qu'il avait une position très avancée par rapport au centre de boîtier de pédalier sur son vélo, ce que j'aurais le goût d'essayer avec lui, c'est de prendre nos 2 points d'appui, soit le guidon et la selle, et de se ramener 1 cm vers
l'arrière du vélo. Donc peut-être raccourcir la potence de 10 mm et reculer la selle de 10 mm. Donc on va prendre le centre de masse du cycliste puis on va le ramener peut-être un peu plus au centre du vélo. C'est souvent, la problématique que le cycliste décrit, c'est souvent une problématique qu'on voit chez les cyclistes de contre-la-montre, parce qu'ils ont une position très très antériorisée sur le vélo. Puis finalement, par rapport au boîtier de pédalier, il faut se rappeler que si on est derrière le boîtier de pédalier, à chaque fois qu'on va pousser sur la pédale, action-réaction, ça va nous reculer puis nous tenir vers l'arrière du vélo. Par contre, si on est vraiment la selle au-dessus du boîtier de pédalier, bien, les forces vont en avoir moins pour nous retenir sur la selle. On va tout le temps être en train de s'en aller vers l'avant, puis on va transférer beaucoup de poids au niveau du guidon. Donc, une chose qui est intéressante à regarder, un logiciel que j'aimerais trouver, là, si jamais vous êtes la personne qui va me trouver ça, je serais éternellement reconnaissant, ce serait une manière de mesurer, de quantifier de manière valide et précise, valide et spécifique, le centre de masse du cycliste se trouve où? Sur le vélo. Donc on pourrait mettre des balances effectivement en dessous des roues, on pourrait faire des tests comme ça, mais moi je suis toujours intéressé à regarder finalement quand le patient me parle de trop de poids sur le guidon, son centre de masse se situe où, son knee over pedal est situé où par rapport au boîtier de pédalier, puis d'aller vérifier finalement est-ce que j'ai intérêt peut-être à reculer mon cycliste un petit peu plus en prenant son corps au complet, donc guidon et fesses, puis de me faire une translation vers l'arrière de quelques millimètres, de 1 ou 2 cm, puis d'aller voir si ma distribution de poids a changé. Donc ça, ce serait ma réponse à la question 5 par rapport à l'engourdissement de la main gauche sur le vélo. Donc réviser les antécédents, tout ça, puis peut-être faire un test de changer notre centre de masse puis de le déplacer vers l'arrière du vélo. Voilà. Question numéro 6, on a fait une capsule, Christina et moi, sur des exercices qu'on peut faire à la maison lorsqu'on a des douleurs aux genoux. Donc le patient nous demande, j'ai des bruits articulaires lorsque je fais des fentes. C'est important de commencer à nous expliquer que les bruits articulaires qu'on retrouve lorsqu'on fait des exercices, lorsqu'on fait des tâches de la vie quotidienne, de la vie domestique, les bruits articulaires, lorsqu'ils ne sont pas corrélés avec une douleur, au même moment qu'on aurait un bruit articulaire ou une sensation de bruit articulaire, si on ne ressent pas de douleur au même moment, il n'y a pas de corrélation scientifique qui va être faite par rapport à une blessure ou à un autre. La plupart des gens qui vont arriver à la clinique en physiothérapie ou dans tout autre contexte médical vont exprimer et vont nous démontrer que certaines de leurs articulations font des bruits articulaires. Fait que la première chose qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de douleur, au moment du bruit articulaire, ça ne coïncide pas, puis c'est pas corrélé avec ça, il faut savoir que la corrélation, finalement, avec le risque de blessure n'est pas vraiment scientifiquement démontrée. Donc, est-ce que je dois poursuivre un exercice lorsque j'ai un bruit articulaire? Bien, certainement que si les douleurs sont augmentées puis qu'on sent qu'on irrite notre condition à travers un exercice, avec ou sans bruit articulaire, c'est pas un exercice qu'on devrait continuer. Si par contre le bruit articulaire est là durant l'exercice, peut-être dans une amplitude dans laquelle on est moins habitué de travailler, c'est possible de continuer l'exercice si vous n'avez pas d'irritation, puis si vous récupérez bien de cet exercice-là, vous aurez la possibilité de continuer sans avoir de tracas au niveau de la prévention des blessures. Ça, c'est bien certain. Une fente, un squat, ça se progresse dans le temps par rapport à l'amplitude, par rapport à la force, par rapport à la vitesse. Donc, c'est tous des éléments que vous devez regarder, de progresser vos exercices de manière intelligente selon votre background et selon votre expérience. Mais le bruit articulaire ne devrait pas être une chose qui vous inquiète outre mesure lorsque vous faites des exercices. Voilà. Question numéro 7, un cycliste nous écrit « J'ai les genoux qui touchent le cintre, donc le guidon, du vélo lorsque je suis en danseuse. » Puis la personne m'écrit que finalement c'est lorsqu'elle est en danseuse, principalement sur son trainer. Ça arrive souvent. Donc est-ce que c'est normal que mes genoux touchent le cintre lorsque je me mets en danseuse sur mon vélo? Bien, la réponse est oui lorsque vous êtes sur votre trainer, parce que malheureusement, lorsque vous êtes sur votre trainer, à moins que vous ayez un Wahoo Kicker Climb là, avec l'inclinaison du vélo qui est recréée et qui simule la pente, vous allez vous retrouver à toujours être de niveau sur votre vélo. Donc votre niveau va rester parallèle au sol. Puis ce qu'il va faire, c'est que quand vous allez vous mettre en danseuse, vous allez vous lever les fesses, puis vous allez vous antérioriser. Donc vous allez vous avancer vers le devant du vélo. Puis ça va faire que souvent vous allez avoir les genoux qui vont cogner dans le cintre. Par contre, lorsque vous arrivez sur la route puis vous montez une côte, avec même juste un faible dénivelé, il faut se rappeler que le vélo va être incliné. Donc lorsque vous allez vous lever, vous n'allez pas avoir la tendance à vous antérioriser vers le devant du guidon ou du cintre. Puis ça va vous permettre finalement de ne pas avoir les genoux qui cognent dans le cintre. Une des autres choses qui arrive, c'est que des fois les gens en triathlon
principalement lorsqu'on se retrouve avec des tailles de vélo small, X-small, etc., vont voir en danseuse, même lorsqu'ils sont à l'extérieur, les genoux qui vont peut-être toucher les pads pour les appuis-coudes. Ça, c'est des choses qui arrivent lorsque on est dans des vélos de plus petite taille, simplement parce qu'au niveau de la distribution, vous n'avez pas assez un long top tube, puis si vous vous antériorisez sur votre vélo, ben, ça se peut que dans certains cas, vos genoux viennent toucher le guidon. Mais en temps normal, sur un vélo de route, avec un positionnement qui est adéquat, vous ne devriez pas avoir les genoux qui touchent le cintre lorsque vous allez vous retrouver à l'extérieur. Dans le contexte de l'entraînement intérieur, ça se peut que les genoux du cycliste touchent de temps en temps au guidon. Ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous vous mettez en danseuse, au lieu de vous antérioriser sur le vélo, vous pouvez juste vous soulever puis vous mettre au-dessus de votre boîtier de pédalier au lieu d'essayer de vous antérioriser au maximum. C'est sûr que lorsque vous sprintez, vous allez avoir tendance à vous avancer pour pouvoir pousser fort sur la pédale, mais ce serait ça ma réponse à la question par rapport aux genoux qui touchent les guidons. Question numéro 8. Numéro 8, on a une question ici sur les leviers d'ajustement pour la distance pour atteindre le frein. Donc, lorsque vous avez cette distance-là ici, là, ça s'ajuste, OK? Lorsque vous avez un système, comme par exemple, si on regarde sur celui-ci, ça, je ne me rappelle plus c'est quel... Je ne me rappelle plus c'est quelle année celui-là. Ça, c'est un vieux 105, fait que c'était peut-être les shims en caoutchouc. Donc, la question numéro 8, c'est mes leviers d'ajustement. Comment je fais pour ajuster la distance ici, sur mon levier, si j'ai des petites mains. Donc, le plus simple, je vous dirais qu'à chaque nouvelle transmission qui est sortie sur le marché, chaque nouveau levier de frein vitesse, l'endroit spécifique où on retrouve l'ajustement change. Donc, ce que je fais en clinique, lorsque je suis dépassé par la situation, je Google Reach Adjustment pour, par exemple, Ultegra 8000, Reach Adjustment, où est-ce que la vis se trouve. La plupart du temps, la vis va se trouver sur le dessus, dans le petit cap, on va pouvoir pousser dedans. Sur le système hydraulique, de plus en plus, il est caché, le système va être caché juste en dessous, puis la vis va être en dessous. Mais tout ça pour dire que lorsque vous voulez faire l'ajustement du levier de frein vitesse pour le Reach, pour que vous puissiez agripper facilement les freins vitesse, allez sur Google, écrivez Reach Adjustment avec le nom de votre transmission, que ce soit du Campagnolo, du SRAM ou du Shimano. Puis vous allez pouvoir facilement trouver une vidéo qui vous explique vraiment how to adjust the Reach Adjustment sur Google ou sur YouTube. Puis ça va être super simple à ajuster habituellement avec une petite clé. C'est des clés de diamètre souvent inférieurs à 3 mm pour l'ajustement. Donc c'est pas mal ça pour l'ajustement. Question numéro 9 qui est en lien avec les différents systèmes au niveau de la transmission. Ici on a une cocotte, une Shimano 105 il y a peut-être une dizaine d'années sur le guidon. On voit que pour atteindre une surface on voit ici que pour atteindre une surface qui va être parallèle au sol, c'est assez simple avec la géométrie du guidon. Je vous encourage à aller voir la capsule qu'on a fait là-dessus il y a quelques jours. Donc, effectivement, là, si on prend une SRAM hydraulique, par exemple, la shape va être complètement différente. Puis il n'y a pas une seule manière de positionner le levier là, par rapport au guidon. Il faut justement aller desserrer le petit collet de serrage puis s'assurer que votre position de la main est dans une position neutre, que vous n'avez pas trop de déviation puis que vous êtes confortable. Les gens souvent cherchent une seule réponse unique. Si vous regardez un échantillon, là, il n'y a pas beaucoup de courses pro, mais vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube. Vous allez avoir un large éventail de possibilités de ce que les gens trouvent confortable. Ça devrait être la même chose pour vous. Vous devriez réussir à trouver votre normal à vous, qu'est-ce que vous trouvez confortable, puis de jouer à l'intérieur de certains paramètres pour que ce soit une position neutre au niveau du poignet, que vous ayez une distribution égale au niveau des deux mains. Ce qui me fait penser d'ailleurs par rapport à la question numéro 5, l'engourdissement de la main gauche, peut-être que la personne pourrait réviser aussi est-ce que ces deux leviers sont à la même hauteur. Si jamais on fait une chute en vélo, même si le vélo tombe par terre, des fois les leviers vont bouger. Ces leviers-là sont faits pour pouvoir bouger lorsque le vélo tombe, au lieu qu'il se brise parce que c'est vraiment la pièce la plus chère de la transmission. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que la personne n'a pas les deux leviers ajustés de la même manière, c'est fort probable. Ça arrive souvent en clinique qu'on voit ça. Question numéro 10.
La largeur de la selle versus la largeur de nos sitbones, versus la largeur de nos ischions. Comment on fait pour transposer la mesure qu'on a prise au niveau de la largeur de nos sitbones, qu'on a déjà parlé, pour choisir notre largeur de selle? Tout ça va dépendre de l'inclinaison que le cycliste a par rapport à son guidon. Bon, le guidon est ici, ok tout le monde? Si vous avez un Bixi, vous ridez. Bixi, là, c'est, comment on appelle ça en France? Un Vélib, je sais pas, un vélo en libre service. OK? Donc, si vous avez un vélo là, hybride, confort, vous vous retrouvez avec une inclinaison du tronc à 90. Puis dans ce temps-là, ben, c'est sûr que, comme je vous expliquais, vous allez avoir vraiment vos sitbones d'à côté. Donc, ça va être la largeur plus, en général, on va parler de plus 3, plus 4, plus 5 cm. C'est pas pour rien que les vélos de ville vous sont livrés avec des selles qui sont très larges, parce que justement, vous pouvez vraiment être assis sur la partie la plus large de votre mesure. Donc, si on prend une mesure au niveau des sitbones, en général, tout le monde devrait se retrouver entre, mettons, 9 cm de largeur jusqu'à 13, 14 des fois centimètres de largeur, 14-15 cm là. C'est vraiment le plus large qu'on retrouve au niveau du centre, là, centre à centre des ischions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple on a un cycliste qui est vraiment très incliné vers le bas ou très droit, comme on vient d'expliquer avec le vélo hybride, plus on va être droit, plus on va rajouter des centimètres au niveau de la largeur de selle. Donc, si par exemple je mesure ma largeur d'ischion à 10 cm, puis que je ride mon vélo, puis que je roule mon vélo avec une inclinaison du tronc à 90 degrés, bien, je pourrais rajouter 3, 4, 5 cm à ma mesure. Donc, je pourrais me retrouver avec une selle, si j'ai, mettons, 10 cm d'ischion, avec une selle de 150 mm de large, puis il n'y aura aucun problème avec ça. Si on prend la moyenne des gens qui se retrouvent à peu près avec 11 ou 12 cm de largeur de selle, bien, avec une position très droite, on se retrouve avec une selle de 155, 165, 170, c'est pas mal le maximum 168 là en général au niveau des selles. Donc plus on va incliner notre cycliste vers l'avant, plus ce qu'on va rajouter comme largeur au niveau de la selle va être petite. Donc si on a une inclinaison, là, je vous dirais qu'un cyclosportif, en général, ça va se retrouver à peu près à 45 degrés d'inclinaison au tronc. Donc à 45 degrés d'inclinaison au tronc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à peu près plus 2-3 cm de largeur au niveau de la largeur de selle. Donc par exemple, si on a une largeur ici de 12 cm au niveau de la largeur des ischions, bien, on va aller chercher une selle d'environ 14-15 cm de largeur. Donc, en général, la mesure que vous avez pour faire la transition vers ce que vous avez comme mesure au niveau des ischions pour la largeur de la selle, si vous avez, ça tient compte finalement des deux choses. Ça tient compte de votre largeur au niveau des ischions et de votre inclinaison dans laquelle vous ridez. Donc, si on a un triathlète, les triathlètes ont des selles très étroites. Pour quelle raison? Parce qu'en général, ils vont se retrouver à être beaucoup sur les devants des rameaux pubiens, presque à côté sur le pubis. Puis comme vous voyez, c'est une partie qui vient se rapetisser. Hein? C'est une partie qui est beaucoup plus étroite. Donc, ça va être très important d'avoir une selle qui est plus étroite et plus adaptée si on a une position très inclinée vers l'avant, d'avoir une largeur de selle beaucoup plus large si on est dans une position plus d'hybride, confort, avec un angle au tronc plus proche de 90 degrés. Donc, en résumé, si vous avez une position très agressive, avec une largeur, par exemple, de 12 cm au niveau de votre largeur de selle, bien, vous allez vous retrouver à rajouter peut-être 1 cm, donc une selle de 130 mm sera sans doute assez large pour vous. Si vous avez 12 cm d'ischion, avec une position à peu près à 20 degrés, là, par exemple, très agressif chez les cyclistes pro, ce qui explique sans doute pourquoi la majorité des cyclistes pro vont rouler des selles plus étroites et qui ont toutes des angles au tronc très inclinés, proche d'être parallèle au sol, donc on va se retrouver à être beaucoup sur les rameaux pubiens en avant, donc une partie plus étroite, donc on va devoir rider une selle plus étroite pour être confortable, alors que la grande majorité des amateurs vont se retrouver entre des selles à peu près entre 140 et 155, 160 cm, entre autres, pas parce qu'ils ont la largeur de fesses différente des pros, mais parce qu'ils ont un angle du tronc différent de celle des pros. Puis pour avoir une largeur confortable, il faut avoir quelque chose d'un peu plus large que nos appuis osseux pour que nos tissus osseux reposent sur du matériel au niveau de la selle et non qu'ils débordent les deux surfaces osseuses de chaque côté de la selle. Donc c'est super important de faire la corrélation entre, oui, notre largeur au niveau des ischions, mais aussi de l'inclinaison qu'on a par rapport au tronc, sachant que nos ischions vont devenir un rameau pubien puis vont être de moins en moins larges lorsqu'on va avoir une position plus inclinée vers l'avant. C'est
difficile de trouver une selle en faisant simplement ce calcul mathématique-là. C'est tout le temps un point de départ pour la sélection de notre selle, de faire la mesure au niveau de nos fesses puis le calcul de l'angle au tronc. Après ça, il reste toute la morphologie des selles à choisir. Moi, ce que je vous dis, c'est juste prenez la largeur que vous avez au niveau du ischion, arrivez avec ça. Après ça, considérez l'angle que vous avez au tronc lorsque vous faites du vélo, puis commencez votre sélection de selles, vos tests, pour choisir la bonne selle. À partir de là, je pense que c'est la meilleure manière de réussir, puis de trouver chaussure à son pied, de trouver selle à vos fesses. Voilà. Donc, amis cyclistes, en espérant que ça a été pertinent pour vous, on se retrouve sous peu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions en dessous de la vidéo. Et bon confinement, on lâche pas, ça va bien aller.